Salut et bienvenue dans mon garage. Live un petit peu spécial cette semaine. En fait, d'habitude je le fais le vendredi et cette semaine je le fais le jeudi, tout simplement parce que demain j'ai un rendez-vous Skype avec l'ami Gilles Lartigot. En fait, je pense que Gilles Lartigot va me donner un droit de réponse sur certaines questions par rapport aux médias et tout ça. Donc c'est ce que je fais demain vendredi et c'est pour ça qu'on fait le live le jeudi. Avant de prendre vos questions avec les filles qui sont toujours là avec moi. Avant de prendre vos questions, je voulais un petit peu parler de deux points. Le premier point, ça va être le salon du survivalisme. Il y a eu le salon du survivalisme là le week-end dernier, j'ai eu des rétextes de potes qui sont passés par là-bas, et apparemment ça s'est très bien passé. Bien évidemment, on peut toujours râler et critiquer, mais beggars can be choosers, comme on dit aux États-Unis. Je pense que pour une première, c'était plutôt bien. Même si je n'y étais pas, peut-être que j'y serai l'année prochaine. Le deuxième point, je voulais parler un petit peu médias, sociologues, tout le bordel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été énormément contacté par les médias ces 15 derniers jours à cause donc du salon du survivalisme. J'ai refusé toutes les interviews. Ce qu'il faut savoir, c'est que je refuse les interviews orales. Je me suis fait niquer une fois par le Nouvel Observateur il y a 5 ans ou 6 ans, un truc comme ça. Je leur avais fait une interview au téléphone pendant 2 heures. Et ils m'avaient complètement niqué. Je ne fais plus du tout d'interviews à l'oral. Je fais que des interviews écrites. On m'a beaucoup contacté, les médias m'ont beaucoup contacté, et j'ai bien évidemment refusé parce qu'ils voulaient faire que des interviews par téléphone. Et la première chose que je voulais dire par rapport aux médias, c'est que la plupart, pas tous, parce que j'ai côtoyé, j'ai rencontré des journalistes qui étaient vraiment bien, intègres, compétents et ainsi de suite. Mais la plupart, je dois dire, sont totalement incompétents. Ils t'appellent le mercredi parce qu'ils veulent sortir un article le samedi. Ils ont jamais rien lu par rapport au blog, ils y connaissent rien, ils veulent faire des interviews comme ça pourvu que ça mousse. Voilà. Encore une fois, la plupart, pas tous. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que ce qui est assez intéressant avec les articles qui viennent de sortir sur le survivalisme, c'est de voir à quel point, salut à tous, c'est de voir à quel point ils sont à côté de la plaque. J'ai jamais lu autant de bêtises sur 4 paragraphes, et c'est hallucinant de voir à quel point ils ne connaissent pas le sujet, et ils sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est comme si je voulais faire un sujet sur la quantique physique, et qu'au lieu d'interviewer des mecs qui font de la quantique physique, j'allais interviewer des menuisiers. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est absolument n'importe quoi. Donc, assez intéressant toujours pour moi de découvrir ces articles et de découvrir qu'en fait les médias et les journalistes, encore une fois, pas tous, il y en a des biens, mais que généralement ils sont complètement et totalement incompétents, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils font des sujets pourvu que ça mousse, ils ont 48 heures pour le faire. C'est complètement subjectif et nul à chier. Donc voilà, si vous n'étiez pas encore au courant, les médias ne savent pas de quoi ils parlent. La troisième petite chose que je voulais dire par rapport aux médias et aux sociologues et ainsi de suite, c'est que effectivement, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a derrière ces articles une intention de nuire au survivalisme, par exemple, ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils sont juste incompétents et nuls à chier? Personnellement, même si des fois c'est assez
assez évident les liens qu'il y a derrière certains journalistes, certains médias et ainsi de suite. Et donc c'est évident que certains médias, par exemple de gauche, ne vont pas automatiquement ne vont pas aimer les armes, par exemple, ou le sujet de l'arme à feu, ou vont être complètement incompétents et incultes par rapport à ce sujet. Mais donc on pourrait se demander s'il y a un lien, tu vois, comme ça, un agenda ou quelque chose qui fait que effectivement il y aurait une intention négative, néfaste de nous nuire. Personnellement, je pense vraiment pas. Je pense qu'ils sont juste nuls et incompétents. Mais donc, à vous un petit peu de voir par rapport à ça. Et le dernier point, avant de prendre vos questions, le dernier point que je voulais quand même immiscer dans cette conversation, c'est par rapport aux conséquences. Alors, depuis que je fais des vidéos, depuis que je suis public, on m'a vraiment traité de tous les noms, traîné dans la boue. On m'a fait des menaces physiques, des menaces de mort. Et de la diffamation à ne plus savoir quoi en faire. On m'a traité de voleur sur YouTube et toutes ces choses-là. Et j'ai toujours fermé ma gueule. J'ai jamais rien dit. J'ai jamais vraiment combattu tout cela. Pourquoi? Principalement parce que je fonctionne pas comme ça. Moi, je suis un homme. On se rend compte. Si ça part en couille, on se tape sur la gueule, on se fout sur la gueule. Mais mon truc à moi, c'est pas vraiment d'appeler les avocats, de faire machin et tout ça. Il y a quelque chose ça m'agace. C'est pas moi. Et donc, vu que je suis loin et que j'ai aussi opté pour ne pas faire de la publicité à mes ennemis, j'ai jamais parlé vraiment de tout ça. Maintenant, pour les soi-disant professionnels, c'est-à-dire les médias, les sociologues, les psychologues et ainsi de suite, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine éducation et un diplôme et qui se présentent derrière ce diplôme, c'est-à-dire qui ne se présentent pas en tant que, j'en sais rien moi, Jean Benoît, mais en tant que sociologue machin, ou journaliste machin, ou docteur machin, ou psychologue machin. Il faut savoir qu'il y a des conséquences à vos dires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, par exemple, vous dites que Vol West, c'est moi, pilote le front d'extrême droite survivaliste depuis les États-Unis, il y a des conséquences et des répercussions à ce dire. Les conséquences et les répercussions, c'est que par exemple, il peut y avoir des petits jeunes influençables, peut-être de gauche ou d'extrême gauche, qui se disent putain, Vol West, c'est un putain de nazi qui pilote les survivalistes d'extrême droite des États-Unis. Il faut aller lui casser la gueule. Et les mecs après, ils viennent chez moi et je suis obligé de me défendre. Donc ça c'est une proposition, une possibilité qu'il faut prendre en compte, qu'il faut calculer. Et donc j'appelle à la raison je voulais juste dire sur cette petite vidéo en introduction, faites très attention à ce que vous dites à propos des autres gens. Vous ne savez pas quelles peuvent être les conséquences. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu du sujet salon survivalisme et les médias, vu qu'on a été largement dans les médias cette semaine. Donc voilà, je vais prendre vos questions. Je suis il y a quelqu'un qui dit salut, tu m'as l'air remonté. Pas du tout, en fait, je suis super zen, je suis super calme. Vous ne m'avez pas encore vu remonter. Allez. Alors, on va prendre quelques questions. Alors oui, on me demande souvent, salut gros panda, pourquoi ce pseudo Vol West? C'est pas pour, c'est pour moi. C'est juste, voilà. C'est pas pour vous de savoir certaines choses ou la signification de certaines choses. Alors, salut Vol West, tu comptes passer par la France un jour? Oui, je pense repasser par la France un jour. C'est juste que je sais pas quand. Donc on vous tiendra au courant. Salut Vol West, c'est Loïc. Salut Loïc, je ne te connais pas. On attaque direct. Alors du coup, ton avis sur le délai post-effondrement par rapport à Pablo Servigne. Alors,
Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, et c'est pas récent, hein, ça fait des années qu'on parle d'effondrement. Alors déjà, il faut s'entendre sur le mot effondrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Mad Max ou est-ce que ça veut dire Sarajevo? Les deux sont des effondrements. L'effondrement de l'économie en Argentine, par exemple, c'est un effondrement. L'effondrement systémique à Détroit, on en parle très rarement. L'effondrement économique systémique à Détroit, c'est un effondrement. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui vivaient à Détroit ou qui vivent encore à Détroit, c'est un effondrement total de la société. Si vous faites tirer dessus, par exemple dans la rue à Détroit, il va falloir attendre une moyenne de 2h30 pour que la police arrive. Si ça c'est pas un effondrement, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien évidemment, on a eu le Rwanda, on a eu des guerres, et on a encore aujourd'hui des guerres assez systémiques, assez foudroyantes. Donc tout ça, toutes ces choses-là sont des effondrements. Donc si on me demande à quand l'effondrement, je dirais ça dépend où t'es, mais il y en a déjà. Donc il faut un petit peu comprendre ce terme d'effondrement et d'où ça vient. C'est pour ça que je parle souvent d'effondrement de la normalité et de rupture de la normalité. Une rupture de la normalité, c'est par exemple Katrina ou une inondation, peu importe. Mais ça peut aussi être, par exemple, un accident de la route, une perte de l'emploi, une maladie grave. Toutes ces choses-là sont des ruptures de la normalité et parfois même des effondrements. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il faut vraiment commencer à s'entendre sur la terminologie. Pablo Servigne, je ne connais pas à fond son discours. Je ne sais pas. Je crois qu'il a un délai assez court. Il y a beaucoup de gens qui ont des délais assez courts. Encore une fois, moi, je ne suis pas dans le délai court. Moi, je suis plus dans l'effritement, dans l'effondrement lent. C'est-à-dire que je vois un petit peu nos sociétés s'effondrer un petit peu lentement. Comme ça, tous les 6 mois, on a une nouvelle loi nous interdisant d'avoir 5 poules. Maintenant, on peut en avoir que 4. Tous les 6 mois, on a une nouvelle loi nous interdisant de faire pousser tel légume ou de faire du feu dans notre cheminée. Toutes ces choses-là, pour moi, contribuent à un effondrement lent. Et bien évidemment, on a aussi donc là un effondrement de nos libertés. Et on a aussi bien évidemment des effondrements lents qui sont difficiles à mesurer et bien évidemment à quantifier et aussi à prévoir, mais qui sont par exemple le pic pétrole, toutes ces choses-là. Donc les énergies, l'eau potable, c'est une certitude que nous allons avoir à terme, que ce soit à court, moyen ou long terme, un énorme problème énergétique et aussi un énorme problème hydrique. Donc qui dit problème hydrique, bien évidemment, dit problème alimentaire, parce que pour faire pousser des légumes, hein, il faut de l'eau potable, il faut de l'eau. Donc tout ça pour dire que je ne me place jamais dans un je ne me place jamais dans une position où je pourrais dire voilà 2022 c'est l'effondrement, ou c'est l'effondrement de l'économie en Europe, ou c'est l'effondrement de l'économie aux États-Unis, ou ainsi de suite. Parce que ce serait stupide, on ne sait pas quand ça va arriver. Tout ce que je peux dire, c'est ce que je peux constater, au quotidien. Et ce que je constate au quotidien, c'est que les gens sont de plus en plus dépendants de nos infrastructures, que ce soit l'électricité, le pétrole et toutes ces choses-là, les médicaments, toutes ces choses-là, la nourriture. Et donc cette dépendance crée une fragilité à l'échelle individuelle, à l'échelle clanique, familiale, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et finalement à l'échelle globale. Donc c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Il y a du bon et du moins bon dans toutes ces choses-là. Par exemple, il y a des technologies modernes. Je sais que certains sociologues et médias aiment à dire que nous refusons la technologie, ce qui est complètement idiot. Je crois qu'ils sont restés bloqués sur Saxon et les Américains survivalistes de 1950, mais on est en 2018 les gars. Donc on a des technologies assez impressionnantes. Là je vois comment je fais fonctionner ma serre. C'est assez intéressant. Donc on a des outils et des moyens pour pouvoir un petit peu contrecarrer cet effondrement, cet effritement. Peut-être que le mot effritement serait mieux, plus doux pour les personnes sensibles.
Mais moi j'aime bien le mot effondrement parce que ça nous met un peu le feu au cul. Pour nous prendre en main à l'échelle au minimum individuelle et familiale, peut-être locale. Là, je vois à l'échelle locale, notre ville a des projets assez intéressants, des projets durables, écologiques, de stabilité, de production, toutes ces choses-là. Donc, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place, les éco-villages, toutes ces choses-là, les économies parallèles avec les cryptocurrencies, la crypto-monnaie, toutes ces choses-là. Donc il y a des choses intéressantes. Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va nous sauver? J'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que ces dernières 40 années, on fait les choses merdiquement. C'est très merdique. On nique la planète. Il y a d'énormes problèmes psychologiques à l'échelle humaine et toutes ces choses-là. Donc on est très merdique. C'est tout ce que je sais. Combien de temps ça peut durer? Combien de temps on peut être merdique? Des années et des années. Surtout si le système veut continuer à opérer de cette manière. Et donc voilà. Je n'ai pas de date, je n'ai pas d'année. Je ne suis pas devin. Tout ce que je sais, c'est que effectivement, il y a un espèce d'effritement, d'effondrement lent qu'on peut naturellement observer. Et donc voilà. On repart sur cette idée de travailler notre indépendance, notre autonomie, notre résilience pour être un petit peu plus solide et équanime dans ce monde de brut. J'espère que ça répond à ta question. Salut Vol, pourquoi n'es-tu pas venu au salon? Parce que Gonzague Gueder, tu ne m'as pas payé le billet d'avion. Donc billet d'avion aller-retour, plus au minimum 5 jours en France, 5 jours où je ne suis pas à travailler ici et m'occuper de ma bad. C'est très complexe, la logistique est très complexe et voilà, on ne m'a pas payé le billet d'avion. Quoi d'autre? Pourquoi ce changement de jour? Donc je l'ai dit en début de vidéo. Normalement, je vais faire une vidéo demain Skype avec Gilles Lartigot. Tu as commencé à semer quoi? J'ai semé énormément de choses. J'avais fait un article ou une vidéo assez rapide sur Facebook qui était passée, ou même sur le blog, je sais plus, où je parlais un petit peu de toutes les semences, mais les trucs habituels, on va dire. Euh, Pareil, Lenixon. Salut Vol, dans tes derniers lives, tu qualifiais le modèle de sécurité sociale français de connerie. Jamais. Alors si tu me retrouves la vidéo et que tu me dis voilà le système de sécurité sociale français c'est des conneries, je veux bien voir parce que j'ai jamais dit ça. Ou si j'ai dit ça, c'est parce que je voulais dire au premier degré comme ça. Alors, j'ai découvert les insectes au salon du survivalisme. Que penses-tu d'un élevage d'insectes pour notre résilience? Pourquoi pas, par exemple, pour les poules? Je ne vois pas pourquoi tu boufferais des insectes. Enfin, à moins que tu sois dans une dynamique particulière, avec un régime particulier. Mais tu peux faire pousser tellement d'autres choses que des insectes, mais ça peut être effectivement un truc intéressant. Je viens juste d'y penser. Pourquoi pas faire un élevage d'insectes, par exemple, pour les sécher et après pour les donner aux poules l'hiver. Alors ça continue avec le lexicon, Lenixon, pardon, lapsus. Dans le cadre très probable d'un événement personnel, perte de l'emploi, d'un proche, maladie, en quoi ce système à l'américaine, donc là on parle du système
Social Security, de sécurité sociale, est-il en lui-même un avantage dans ta stratégie de survivaliste? Alors, bonne question. Alors en fait, je m'excuse pour avant parce que la question était hyper longue et j'ai vu que je pensais qu'il y avait qu'une seule question, mais j'ai jamais dit que le système à la française était une connerie. Euh, alors, en quoi le système américain est un avantage? Alors déjà, le système américain, tout comme le système français, est plutôt merdique. Alors peut-être que j'ai employé le mot merdique. J'aime bien le mot merdique, parce que pour moi, tout est un peu merdique. C'est peut-être pas forcément une connerie, mais c'est merdique. Donc déjà, à la base, qu'on soit d'accord, que ce soit le système français ou le système américain, je pense que les deux sont un petit peu merdiques. Pour des raisons ce serait trop long à expliquer. En quoi, moi, je trouve que c'est un avantage le système américain? Alors déjà, c'est que c'est un petit peu à la Sparte. Et que ça me plaît. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais effectivement, à la Sparte, ça veut dire que ça entretient, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais ça entretient une petite intention de responsabilité personnelle et de prise en main d'adultes toute bête qui n'est pas forcément idiote. C'est-à-dire que je peux choisir aux États-Unis de ne pas être assuré. En tout cas, c'était comme ça avant Obama. Parce que maintenant, ils nous taxent, ces enculés, quand on veut pas s'assurer. Mais ça nous permettait, en tant qu'adultes responsables, de se dire, bon, écoute, moi, je suis en bonne santé, j'ai 25 ans, je ne vois pas pourquoi je filerais à l'État ou à une société privée 500 $ par mois pour quelque chose dont je n'ai pas besoin, dont je pense que je n'ai pas besoin. Alors effectivement, si tu as une couille et que tu n'as pas d'assurance, il y a des hôpitaux gratuits. Je sais, c'est conception délirante, mais aux États-Unis, nous avons, on nous laisse pas mourir sur le trottoir. Ça arrive, mais c'est un petit peu le côté Sparte. Mais donc, comment ça m'a bénéficié moi en tant que survivaliste? C'est que d'une part, psychologiquement et philosophiquement, si tu veux, le petit côté un petit peu Sparte. Où tu es un petit peu tout seul sans filet de protection et tu fais de la haute voltige, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me rappelle un petit peu quand on était dans les bois, quand on vivait encore dans les bois et dans les cavernes, et de savoir qu'il y avait des loups autour, ça nous remettait un petit peu à notre place. Il y a un certain risque à la vie, et donc c'est toujours assez intéressant de savoir que le loup tourne autour. Ça nous remet un petit peu à notre place. Donc ça déjà j'aime bien, un petit côté que j'aime bien. Le deuxième côté c'est bien évidemment le côté économique. C'est-à-dire que 500 balles par mois, moi j'ai pu les mettre dans d'autres choses pendant des années et des années et des années. Okay, c'est-à-dire que entre 22 ans quand je suis arrivé aux États-Unis et à peu près 40 ans, donc ça fait presque 20 ans, j'ai pas cotisé à la sécurité sociale, j'ai pas filé 500 balles par mois à l'État ou à une compagnie privée pour quelque chose dont je n'avais pas besoin. Et donc en fait ces 500 balles par mois, j'ai pu les mettre ailleurs. Donc tu peux investir dans des entreprises, tu peux faire plein de choses avec cet argent qui peut être effectivement intéressant. Donc voilà, grosso merdo, c'est les deux trucs. Après, on avait avant Obama, on avait le choix, par exemple, de prendre, et c'est nous ce qu'on avait décidé de prendre, c'était ce qui s'appelait une assurance catastrophe. Voilà. Et donc c'était beaucoup moins cher, c'était genre 50 ou 70 balles par mois. Et au cas où là tu chopes un cancer ou un gros accident de la route par exemple, là t'es pris en charge. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Comme par exemple ici dans le Montana, on pourrait prendre une assurance, je crois que c'est 40 balles par mois, un truc comme ça, où on paye pas l'hélicoptère. Parce que nous, ici, on n'a pas d'hôpital super pointu, et donc généralement, ils nous mettent dans l'hélicoptère pour nous envoyer à Seattle et ainsi de suite, ou ailleurs. Et donc l'hélicoptère revient très cher. Mais donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Je suis désolé si j'étais un petit peu court et tout au début, mais donc voilà. Attends, je vais aller jusqu'au bout. Salut Galactical Hero. Salut Ohio. Salut Phil. Dis bonjour aux filles. Hey, salut Steve Amin de Vitry-sur-Seine. Je suis né à Vitry-sur-Seine. Salut les gars. Hero Delus.
Alors, investir dans la bourse, risquer et si effondrement économique, tu perds tout. Moi, je n'ai jamais investi dans la bourse. Il y a des gens qui sont très compétents, qui le font très bien et qui font plein de pognon avec. Moi, ça a jamais été mon truc. Moi, mon truc, c'est d'investir dans moi-même. Je préfère investir dans des poules, je préfère investir dans des arbres fruitiers, je préfère investir dans une serre, je préfère investir dans des panneaux solaires même, plutôt que d'investir en bourse. Mais encore une fois, c'est moi. Hein. La bourse encore. As-tu un endroit repli en cas d'incident domestique? Très bonne question de Frécédé. As-tu un endroit de repli en cas d'incendie domestique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incendie, c'est toutes les 90 secondes en France. C'est énorme. C'est un des risques, voilà, qu'on mentionne à chaque fois qu'on parle, effectivement, de petits événements à l'échelle personnelle, l'incendie, l'inondation, l'accident de voiture, l'accident de la route, hein, énorme, un énorme risque, toutes ces choses. La chute au domicile, les chutes sont encore très haut placées, mais donc l'incendie très important. Donc j'ai déjà parlé incendie, j'ai déjà parlé plan d'évacuation, tout le bordel, j'ai déjà parlé extincteur d'incendie. Et donc, une bonne question, un endroit de repli lors d'un incendie, c'est tout simplement chez un voisin, première solution. Deuxième solution, chez un ami ou un parent qui habite pas très loin. Et troisième solution, à l'hôtel. Donc là, faut pas se faire chier hein, à penser qu'on va aller dans les bois ou je sais pas quoi. Faut juste, là, sinon on a un incendie et qu'on est bloqué. Déjà, je vais chez mes voisins. Je vais aller chez ma voisine russe, qui a de la super bonne vodka. Et après, au pire du pire, voilà, on part à l'hôtel et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un petit sac d'évacuation. Je sais que certaines personnes ne sont pas pour les sacs d'évacuation parce qu'encore une fois, ils sont dans une dynamique peut-être Mad Maxienne, j'en sais rien. Mais c'est pour toutes ces petites conneries-là, c'est super important d'avoir un minimum dans un sac d'évacuation pour, effectivement, s'il y a une inondation, un incendie, peu importe, ou une évacuation à cause d'un feu de forêt et toutes ces choses-là, on puisse avoir un minimum sur nous, comme par exemple du liquide. Liquide, super important d'avoir du liquide avec nous. Que penses-tu, alors, Adrien Fontin, que penses-tu du survivalisme urbain? J'ai écrit un livre avec l'ami Piero San Giorgio qui s'appelle Rue Barbare, survivre en milieu urbain. C'est pas mal comme livre. À Chauverne, après des soucis professionnels, chute de revenus, notre préparation nous a permis de passer cette situation sans souffrance. Maintenant, ça va mieux. Merci pour tes conseils. Eh ben, écoute, de rien, c'est exactement, voilà, c'est exactement de quoi on parle. Perte de l'emploi, maladie grave, accident de la route, toutes ces choses-là. C'est le pourquoi du comment. Alors, une question de Ebus07. Salut Ebus. Salut Vol Ouest, si tu avais un môme, tu le mettrais à l'école? Grosse question. Alors oui, je le mettrais à l'école. Peut-être pas une école traditionnelle. J'aime d'autres. Il y a d'autres solutions aujourd'hui, à savoir, hein, si vous êtes parent, la solution de l'école traditionnelle n'est pas unique. Il y a d'autres solutions, mais effectivement, je le mettrais à l'école. Je le mettrai à l'école, mais sous une condition, c'est-à-dire que je lui expliquerai quand même avant que c'est ok s'il fait semblant. Okay, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire semblant. On a quelques solutions avec l'école. C'est soit on y va et on accepte, solution numéro 1, si la plupart des gens. Solution numéro 2, c'était la mienne, on y va et on rejette, donc on fait une allergie. Vraiment difficile hein, pour les enfants.
C'est jamais bon les allergies. Solution numéro 3, les parents sont un petit peu malins et leur disent ah, putain tu peux faire semblant. T'as le droit d'aller à l'école, tu vois, et de faire style je suis premier de la classe, rillette sous les bras, mais t'es pas, tu vois, tu peux faire semblant. T'es pas obligé, voilà. J'espère que ça répond à la question. Papa Tactique, salut Papa Tactique, tu avais parlé de vivre vers le secteur de Pau si tu devais revenir en France, c'est toujours le cas. Alors putain, vous imaginez vraiment beaucoup de choses. Non, j'ai jamais dit que euh, que je vivrais sur Pau. J'ai dit que Pau est un exemple. C'était juste, je l'ai pris comme exemple. Ce serait une des villes effectivement qui me semblerait, qui me semble intéressante en France. Donc mes critères n'ont pas changé, ils sont toujours sur le blog. Mes critères n'ont pas changé. Petite ville entre 30 et 60 000 habitants. Il y a encore une fois beaucoup de gens qui prennent la décision de partir vraiment dans les bois, à l'écart d'un peu de tout. Et j'en parlais hier avec un ami survivaliste ici. Dans le Montana qui a fait ce choix il y a quelques années et qui a donc vécu complètement hors grid, hors réseau pendant 2 ans et il en a chié sévère. Parce que généralement il n'y a pas de boulot et tout ça. Donc une petite ville entre 30 et 60 000 habitants, je pense que Pau rentre dans cette catégorie-là, je sais plus, 40 ou 50 000 habitants, un truc comme ça, proche d'une frontière, pour se casser s'il faut, proche de la mer, c'est toujours sympathique, avec des montagnes, moi j'aime bien les montagnes, bref, ça peut être intéressant. Maintenant, chacun ses stratégies, chacun ses trucs, mais voilà, effectivement, si je devais revenir en France, je préférais peut-être le suicide, mais Pau, ça serait pas mal. Puis j'aime bien la Bretagne, donc peut-être la Bretagne, les Cévennes, j'aime bien les Cévennes aussi. Donc faudrait voir. Alors salut gros panda, c'est reparti pour un tour. Est-ce que survivaliste est le bon mot finalement? J'ai déjà répondu une multitude de fois. Vous vous appelez comme vous voulez. Moi, je pense que survivaliste, c'est toujours le bon mot. C'est pas pour rien qu'on dit survivaliste. Si on découpe le mot, on comprend parfaitement de quoi il est question. Donc voilà, moi je suis un survivaliste. Je ne suis pas un prepper. Je ne suis pas un néo-survivaliste. Ça c'est de la branlette intellectuelle. Ça veut dire que dalle. Et je ne suis pas un prepper parce que je ne me prépare pas à une catastrophe précise. Je suis un survivaliste. Alors, grosse question économique, je suis pas... salut Gingerbeard, que penses-tu de la dette des USA et de l'Europe, du fait même qu'avec tous les efforts possibles, elle ne fait qu'augmenter. Selon toi, elle augmentera indéfiniment ou à un moment, ça va stopper. Je ne suis pas calé sur le sujet. Moi, je fais pas d'économie, j'ai pas été à l'école pour faire de l'économie. J'ai déjà du mal à faire 2 plus 2. Donc, l'économie, en fait, j'en ai rien à branler. Je n'y connais que dalle. Et ça ne m'intéresse pas. Donc il y a peut-être va poser la question à Pierrot. Pierrot, il a fait des études, voilà, c'est son truc. Il parle très bien de l'économie. Michel Drac parle très bien de l'économie. Je sais pas, peut-être qu'ils disent des conneries, hein, j'en sais rien, mais je pense qu'ils en parlent en tout cas mieux que moi. Bref, il y a des gens, des économistes et tout, des mecs, voilà, qui font ça. Que dalle. Et en plus, comme je dis, je m'en branle complètement. Moi, à mon avis, si tu veux mon avis, ça va continuer. Alors, Grégory Ferret, salut. L'Express a encore pondu un article te citant comme référence. Comment défends-tu ton image face aux médias? Alors, je viens d'en parler au début de cette vidéo, donc tu regarderas le début de ces vidéos. En fait, tout le début de la vidéo, c'est par rapport à cette question. Salut à tout le monde. Alors
Alors, l'effondrement, il est déjà présent. Bastian, 1975. Alors, c'est vrai que je l'ai déjà dit en plus. J'ai déjà dit avec Pierrot, on a déjà dit cette phrase plusieurs fois. En fait, l'effondrement est déjà là. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'effondrement. Bien évidemment, il y a des nuances sémantiques ici, il y a des nuances philosophiques, il y a des nuances peut-être émotionnelles, économiques et ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, et selon comment on regarde un petit peu notre société moderne, on pourrait effectivement dire que l'effondrement est déjà présent. Moi, quand je suis confronté, par exemple, à la télévision ou aux médias, comme cette semaine, je me dis qu'effectivement, on y est déjà. Ça, j'ai répondu. Salut à Citoyens Prévoyants. Le Venezuela aussi, c'est le bordel en ce moment. Oui, c'est le bordel. Et bien évidemment, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas. C'est les médias. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Basco 91. Salut Basco. Que penses-tu du service militaire obligatoire? J'en pense que du bien. Moi, comme je l'ai dit un petit peu juste avant, je suis très Sparte. Donc, quand on est très Sparte, service militaire obligé quoi. Maintenant, faut pas être couillon. Je pense que d'ailleurs le service militaire à la française était plutôt bien. Le service militaire à l'américaine est un peu dur, c'est 4 ans, et puis là, ça rigole pas. Le service militaire à la française de notre époque, parce que quand mon père a fait le service militaire, c'était 2 ans et demi. Nous, c'était 1 an. Donc je pense que c'est très bien. Comme je l'ai dit, il faut pas être trop con non plus. Il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir les outils pour faire ce service militaire et bien évidemment il faut les dégager, il faut pas les prendre. Mais je pense que c'est que du bon. C'est que du bon. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais je pense effectivement que c'est bien. Adriève Fontin. Penses-tu que les survivalistes devraient se réunir en communauté ou bien cela doit-il rester une démarche individuelle? Je pense que les deux sont viables. Je pense que les deux sont viables et qu'on peut faire même les deux en même temps. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est sur Instagram, on se parle et c'est une communauté de survivalistes. On est entre survivalistes, on se parle, on échange des trucs. Je dis un peu des conneries, je fais un petit peu de provocation, mais on échange des savoir-faire, des idées et tout ça. Et donc, on est par définition une communauté. Mais maintenant, ma démarche reste une démarche personnelle, je dirais pas individuelle, parce que ma démarche a des répercussions sur mon environnement local et ainsi de suite. C'est-à-dire le fait d'avoir des poules, de faire un jardin, de pas utiliser de produits chimiques dans mon jardin et ainsi de suite, de contribuer à la faune, à la flore et toutes ces choses-là, au microcosme local et ainsi de suite, influencent la qualité de vie de mes voisins. Donc je ne pense pas que c'est une démarche individuelle, mais je pense effectivement que ça doit rester une démarche personnelle. Pourquoi? Parce qu'on a tous des besoins différents. J'étais au magasin là, j'ai été acheter des trucs pour Kira. Et j'étais au magasin et une petite vieille devant moi, qui lui manquait 4 doigts à la main droite et tout le bordel, et elle n'arrivait pas à porter son sac elle avait acheté des croquettes pour son chien. Donc je lui ai dit, attendez, je vais payer pour moi ce que j'ai pris, et puis je vais vous prendre votre sac de croquettes et je vais vous le mettre dans la voiture. Donc elle était super contente, on a parlé un petit peu. Mais donc tout ça pour dire que voilà, on a tous des besoins différents. Elle, cette dame-là, d'un certain âge, avec visiblement des problèmes physiques assez intenses, comme je l'ai dit, il lui manquait 4 doigts à la main droite, et elle marchait un petit peu bizarrement. Mais donc elle va avoir des besoins complètement différents qu'un mec de 23 ans en pleine forme physique, ceinture noire de Viet-Vo Dao, qui habite dans le 5e à Paris. Okay, donc ça reste une démarche personnelle parce qu'on a tous des besoins différents. Certains ont des enfants, d'autres pas. Certains ont des parents à charge, d'autres pas. Certains ont des problèmes physiques, d'autres pas, et ainsi de suite. Mais ça peut rester aussi en même temps, en parallèle, une démarche communautaire, puisque on peut échanger sur le sujet. J'espère que ça répond à ta question.
Miyamoto Kiyoaki. Salut. Au début de cette vidéo, je parle effectivement, la question c'est as-tu eu vent du salon du survivalisme qui a lieu la semaine dernière à Paris? Oui, bien évidemment. J'en parle au début de cette vidéo. Alune 999. Bonjour, combien t'a coûté l'intégralité pour tes abeilles, ruches, abeilles tenues, formation, etc. Alors, c'est un calcul assez difficile en fait parce que j'ai fait un petit peu de troc. Donc, j'ai troqué pour des compétences en bois pour mes 2 premières ruches. J'ai du mal avec l'argent. Déjà, je fais tout en cash et puis après, je troque beaucoup. Donc c'est difficile pour moi de dire exactement combien j'ai dépensé, mais ça a un certain coût. Ça a un certain coût évident. Je pense que si tu dois démarrer de zéro pour 2 ruches, avec tout le matériel, la combi, le bordel, les machins et tout le truc, je dirais que je pense que tu es dans les 500 balles. Je pense que tu es dans les 500 balles. Bien évidemment, ça va dépendre de quelle ruche, de combien de hausse tu prends et tout le bordel, ok. Nous, on est sur du truc 100% bio, machin, avec du bois local. Bon, on a fait ça bien. Mais donc ça va un petit peu dépendre. Donc voilà. Frédéric Portalet. Salut Fred. Far Cry 5. Far Cry 5. Oui, Far Cry 5. Donc j'ai bossé effectivement avec Ubisoft. J'ai bossé avec Ubisoft pour ce projet Far Cry 5. Far Cry 5. Je ne sais pas, j'ai pas fait grand chose sur le jeu. Je les ai juste emmenés dans les bois pendant 24 heures. Voilà, ils m'ont demandé de les emmener dans les bois dans le Montana. C'était en plus le début de l'hiver, on avait de la neige partout. Ils se sont caillés bien. Donc ils ont eu froid, ce qui est très bien, c'est logique. Et voilà, je leur ai fait quelques trucs de survie, machin et tout. On a parlé un petit peu autour du feu et ça s'est très bien passé. C'était des gens vraiment très sympathiques. Et voilà, mais j'ai pas fait grand chose et j'ai pas le jeu. Moi, je joue pas, voilà. Je joue pas au jeu, donc. Et ils m'ont pas, Ubisoft, s'ils m'entendent, ils m'ont pas envoyé le jeu gratos. Faut-il une formation particulière pour les ruches et abeilles? Saperlipop. Je dirais non. Il ne faut pas une formation particulière. Maintenant, je pense que la meilleure chose à faire avec l'apiculture, c'est de trouver un apiculteur. Trouve un apiculteur local. On est tous sympas. Les apiculteurs, vraiment des gens fantastiques. Trouve un apiculteur local. Va frapper à sa porte et va lui dire, voilà, j'aimerais installer 2 ruches dans mon jardin, j'y connais que dalle, est-ce que tu peux me montrer? Et le mec, il va te montrer ses ruches, il va t'expliquer comment ça marche. Voilà, c'est comme ça que ça marche l'apiculteur, l'apicultrice, l'apicule. Olive Beau, Trigicon HD ou le nouveau HD XR pour le Glock 43. Je n'ai pas testé le nouveau HD XR, donc je dirais Trigicon HD, ça marche franchement super bien. Madame West en est très contente. Alors, tu vois, les apiculteurs arrivent. Au Chauverne, 2 ruches plus combi et matos, 300 €. Encore une fois, voilà, faites attention. Nous, on l'a fait bien, avec du bois local, des trucs, tu vois, les trucs bio et tout. Donc, faut faire un petit peu attention. Mais je dirais, voilà, moi j'ai visé 500 balles pour faire large, entre 300 et 500. Salut Elwan Lagadec, Kenavo. Salut Valérie Bacon. On attend nos essaims. Excellent. Bon, on se parle demain de toute façon. On en parlera demain, si on a le temps. Charlotte Tracorbe. Ou Charlotte Tracor. Salut Charlotte. Hello.
Salut. Depuis l'histoire des trois petits cochons, j'ai du mal avec les maisons en bois. Et comme quoi les histoires pour enfants sont très intéressantes. J'ai jamais fait de publication par rapport au sujet. Mais il y a des leçons à retenir dans toutes ces histoires-là. Bref, j'ai du mal avec les maisons en bois depuis l'histoire des trois petits cochons. Pourtant sympa. Alors pour toi qui vis dans une bade en bois, quels inconvénients? Merci pour tout. Alors, les inconvénients, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. C'est vrai que pour nous les Européens, c'est le cas pour moi. Hein, je suis séfrant. Mais pour nous, on se dit putain, en bois c'est nul à chier. S'il y a du vent, ça va se casser la gueule. Voilà, trois petits cochons. En fait, en tant que ayant été charpentier pendant plus de 20 ans maintenant aux États-Unis, j'ai construit beaucoup de maisons et je continue de construire ici. En fait, il n'y a pas beaucoup de désavantages, c'est beaucoup plus solide qu'on pense. Et en fait, le gros avantage, et on l'a vu avec le tremblement de terre en Italie l'année dernière, je crois, où il y a eu énormément de morts. Le gros avantage de la construction en bois, c'est que ça bouge. Ça bouge avec les éléments, ça bouge avec les températures, ça bouge avec les tremblements de terre, ça bouge. Et donc c'est souple, tu vois. C'est l'histoire du roseau et du chêne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les désavantages, effectivement, alors c'est peut-être pas les désavantages de la maison en bois, mais c'est peut-être plus les avantages de la maison en dur. Et c'est vrai qu'il y a des avantages à la maison en dur si on se fait tirer dessus. S'il y a un gros ouragan de l'enfer de la mort, encore que généralement ça va soulever le toit parce que le toit n'est pas en dur. Mais donc voilà, il y a quelques avantages au truc en dur, mais maintenant c'est vrai que en tant que survivaliste, le bois c'est génial parce que je peux tout faire tout seul. Je peux mettre des fenêtres, enlever des fenêtres, mettre des portes, enlever des portes, ouvrir mes murs, courir de l'électricité, faire courir de la plomberie. Tout ce bordel là, tu peux le faire tout seul chez toi avec un minimum d'outils et un minimum de bon sens, de savoir-faire. Donc voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient à la construction en bois, au contraire c'est tout bénef. Basco 91, c'est laquelle de lampe tactique que tu traînes toujours avec toi? C'est la Microstream, mais c'est pas une lampe tactique. Voilà, Microstream, c'est la Streamlight, donc elle vient de chez Streamlight et elle s'appelle la Microstream. En urbain, c'est génial. En EDC, en urbain, c'est génial. Pendant des années, j'étais dans une dynamique lourde, tu sais, putain, les trucs lourds et tout. Plus maintenant. Les insectes rongent le bois. Alors oui, effectivement, les inconvénients, ça peut être les insectes, mais en fait, ça marche pour tout. Et là, c'est l'avantage d'être dans le Montana, c'est que dans le Montana, il n'y a pas d'insectes parce que tout le monde crève l'hiver. Quoi d'autre? Salut Steve Amin, Volwez, je te suis depuis le début. Ne me suivez pas, moi aussi je suis perdu. Njal 9, super les photos Njal, j'adore tes photos. Bonjour Volwest, à quand la sortie d'un livre? On est toujours dedans avec Tony, ça va venir, hein. Mais là on est en plein dedans et vu qu'on a le stage en plus là qui arrive dans 2 mois, on est vraiment hyper occupé avec le stage et donc on fait le stage, la préparation du stage et tout le bordel et l'écriture du livre en même temps, mais ça arrive. Mikao Photographie, toujours content de ton holster Tap Right Bang. Quel est le modèle que tu portes avec ton Glock 19? Alors en fait, je ne porte plus le Tap Right Band. Je suis passé sur un autre système de port qui est beaucoup mieux en fait. Mais voilà. De rien, Angel. J'utilise depuis 2 ans quotidiennement un Big Berkey pour ma famille de 4 personnes avec l'eau du robinet en Savoie. Salut la Savoie. Il s'encrasse pas mal sur la 2e moitié. Tu as une technique de nettoyage. Alors, je reçois énormément de questions sur les Berkey, comme si je bossais à Berkey.
En fait, je bosse pas à Berkey, les gars. Donc, si vous avez des questions par rapport au fonctionnement de votre Berkey, posez-les à Berkey directement, parce que je ne suis pas représentant Berkey. Je ne veux pas dire de bêtises. Moi, le mien ne s'encrasse pas. Ça fait plus de 8 ans que je l'utilise maintenant. Je crois que je l'ai nettoyé qu'une seule fois. Putain, ça marche de l'enfer de la mort. Donc, voilà, je sais pas. Béjart 31, salut Volwest, comment nettoies-tu ton Mosin après des munitions corrosives type surplus, l'eau chaude et le savon? Olive Beau, tu nous refais une vidéo avec Tony cette année. Si Tony est partant, oui. Peut-être même qu'on fera un live avec Tony, s'il est partant. Mais s'il n'est pas partant, je le forcerai de toute façon. Je suis plus grand que lui. Charles Hou, le système de holster de ta femme ne bloque pas trop en sortie, contrairement à un holster appendix. Conseil pour un futur achat. Tu veux dire par rapport à un holster en Kydex, parce que les deux là sont en appendix. Elle est sur un holster à bande en ce moment. C'est bien évidemment le holster en Kydex est beaucoup plus adapté. Mais ça le fait. Hein. Torque 7, un stage 2019 serait-il déjà prévu? Oh, mais tu as des contacts? Effectivement, on est en train déjà de mettre au point un stage 2019 qui va être absolument exceptionnel, qui va pas être pour tout le monde, hein, mais qui va être absolument fantastique, exceptionnel. J'en dis pas plus. Vince 9 Para, Vince 9 Para. Nouvelle vidéo avec Julien. Oui, je parlais avec Julien hier. On était au téléphone hier et il m'a appelé suite aux articles. Il prend soin de moi, Julien. C'est un vrai nurse. Comment on dit infirmier. Oui, on en parlait avec Julien. On va effectivement essayer de faire des nouvelles vidéos là, peut-être en mai. Donc je vous tiendrai au courant, mais effectivement, voilà, en mai, il y aura probablement de nouvelles vidéos avec Julien. Salut Cédric. À Chauverne, un live pendant le stage. Oui, mais non. Pipio. Salut Pipio. Pourras-tu nous parler des associations entre plantes aromatiques et légumes? J'ai fait un article sur le blog il y a des années. Sur la permaculture et je parle effectivement de toutes les familles. Donc va voir sur le blog. Normalement il y a l'article. Marchand Adrien. Salut Volwest, vous allez voir à quel point je suis zen. Salut Volwest, pour le calibre 12, ton avis entre un fusil de chasse traditionnel du type juxtaposé ou fusil semi-automatique et pompe? J'ai déjà fait pas mal d'articles sur le blog par rapport au sujet du calibre 12, donc je t'invite à aller voir ces articles. Moi, je suis très fusil de chasse type grand-père, canon lisse, 2 coups, que ce soit en juxta ou pas, ou même en mono, même si 2 c'est 1 et 1 c'est rien, donc je préfère 2, mais voilà. Donc moi, je suis très type traditionnel. Salut Cédric, salut l'Alsace. Steve Amine, qui est Piero Saint-Giorgio pour toi? C'est un ami toujours en contact. Oui, toujours en contact. Toujours en contact. Nous avons un passé ensemble. Maintenant, on a écrit un livre ensemble, un livre qui marche plutôt bien et que je pense être un bon livre.
Donc déjà, ça se passe comme ça. Ensuite, Pierrot, je l'ai rencontré, il est venu chez moi, il a dormi à la maison, il a mangé dans mon salon, et j'ai pu parler avec lui. Et c'est vrai que j'ai un regard sur Pierrot personnel, et donc effectivement, je le considère comme un ami. Donc Piero San Giorgio est un ami pour moi. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, comme avec tous les amis que j'ai. Mais on est toujours en contact. Là, on se parle assez souvent par mail avec les journalistes et les sociologues. Et donc voilà. John 7M7, as-tu de bonnes adresses US pour des Heirloom Seeds? Merci d'avance. Oui, je l'ai déposé sur Facebook. On m'avait déjà posé la question. Non, sur Instagram. Va voir sur les photos Instagram. Il y a un moment, une Américaine qui me demande où j'ai trouvé mes graines. Voilà, c'est sur Instagram. Une des photos de mon jardin. Hello, quels organismes pour se former aux premiers secours aux US? Red Cross, la Croix-Rouge, oui, la Croix-Rouge. Tu vas dans n'importe quelle caserne de pompiers ici, ils font des formations. Et après, tu as des trucs un petit peu plus péchus qui peuvent être très bien, comme Harry, là où bosse Julien, par exemple. Donc là, c'est de la médecine naturelle en milieu naturel, mais c'est vraiment, vraiment péchu, vraiment sympathique. Qu'utilises-tu comme paillage dans ton potager? De la paille. Combien de chargeurs supplémentaires as-tu en EDC pour ton Glock 19 ou 43? Donc moi je porte pas le 43, c'est mon épouse, et on porte deux en plus. Y a-t-il des maisons en paille aux USA? Oui, il y en a plein. Ça marche vraiment bien, surtout dans le sud-ouest. Tout ce qui est Arizona, Nouveau-Mexique, tout ça, il y en a vraiment plein. Fred Royer, on n'est pas vendredi, oui, je sais. Tu nous fais voir les tatous, les tatouages. Non, non, pas encore. Il y en a des questions. Il y a des questions marrantes. Euh, des chances de survie en lotissement. Ça dépend du lotissement. Ça dépend de ce qui se passe. C'est rigolo comme question. Alors, toi, ça fait rire tout le monde le survie en lotissement. Euh, Après les ouragans en Guadeloupe et à Saint-Martin, as-tu eu des nouvelles de potes survivalistes entre guillemets? J'ai eu des nouvelles de milliers de gendarmes qui ont été là-bas, qui ont été sur le terrain ouais bah grosse leçon, mais bon on le savait déjà nous, donc on le savait déjà, on savait comment ça allait se passer. Et ça s'est passé exactement comme on sait comment ça va se passer. Donc, mais c'est toujours intéressant effectivement d'avoir ce rétexte et cette confirmation sur le terrain de gens qui vont sur le terrain, les flics, les milis, peu importe, et qui nous racontent un petit peu ce qu'ils ont vu et comment ça se passe.
Je viens d'obtenir ma licence technicien pour le ham, pour la radio ham, la radio amateur. Est-ce un système que tu utilises activement? Je me souviens de ta Baofeng, mais tu as aussi, mais as-tu aussi une station mobile ou base station? Oui, j'utilise ma radio au quotidien. Je la porte en EDC avec moi, en fait. Elle est 24 heures avec moi, 24 heures sur 24 avec moi. Je suis en contact avec plein de trucs, donc j'écoute en fait. Juice9Box, salut Volwest, arrives-tu à te procurer des graines d'héritage aux USA? Bien sûr. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en avoir aux USA. Il y a des compagnies absolument fantastiques. On me posait la question un petit peu plus tôt, je crois que c'est Baker Creek, là où on achète nos graines. C'est une compagnie absolument fantastique et effectivement, c'est que des graines d'héritage vraiment au top. Bon, il reste 30 secondes. La vidéo sur le placard mort a disparu de YouTube à l'occasion. Pourras-tu remettre en ligne? Non, ça n'a pas disparu. Ça s'appelle le placard vivant, je crois. Ça n'a pas disparu. C'est toujours là, à moins que YouTube ait viré la vidéo, ce qui est possible. 10 secondes. Merci à tout le monde. Live la semaine prochaine. On repartira sur vendredi, à moins que jeudi ça vous plaise. Stay safe.